Nous voilà devant l'entrée d'un des coins les plus emblématiques de Tokyo. Cette arche qu'on appelle Kabukicho Ichibangai est considérée comme le point d'entrée principal du quartier. Et c'est aussi le point d'entrée de notre histoire, car cette porte n'est pas qu'un décor. C'est le symbole qui a donné naissance à l'une des licences les plus humaines du jeu vidéo. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont déjà reconnu l'endroit. Pour les autres, laissez-moi vous expliquer. Comme vous l'aurez compris, notre histoire commence au Japon avec cet individu. Il s'appelle Toshihiro Nagoshi, et lui, ce qui lui plaît, c'est le cinéma. Preuve en est, il est diplômé en production cinématographique. Et pourtant, alors qu'un avenir tout tracé l'attend dans ce milieu, il décide de rejoindre Sega. Son regard de cinéaste va vite devenir un atout précieux, puisqu'il va faire partie des premiers à apporter une véritable expertise sur les caméras, à une époque où l'industrie n'est plus tellement dans la découverte de la 3D, mais plutôt dans sa maîtrise, particulièrement en matière de mise en scène. Son parcours va l'amener à travailler sur Shenmue, jeu qui s'avérera être une révolution technique et narrative, et une influence évidente pour ce qui va suivre. Mais en 2000, Sega change complètement de structure. L'entreprise s'éloigne du jeu d'arcade et s'oriente plus fortement vers l'édition de jeux et du développement pour les consoles tiers, ce qui nécessite d'avoir des studios. Donc, plein de petites entités vont naître sous la direction de Sega pour créer une line-up. Nagoshi va saisir l'opportunité en prenant la tête d'Amusement Vision, qui va sortir des classiques comme Super Monkey Balls et F-Zero GX sur GameCube. Donc tout va bien jusqu'en 2024 où Sega fusionne avec une autre société. Et Nagoshi devient alors directeur créatif de la R&D. C'est là qu'une idée commence à prendre de la place. Ce qu'il a envie, c'est de faire un jeu mature, un jeu centré sur Tokyo, traitant de drame humain, le tout sur un fond de vie nocturne dans un quartier, disons, animé. Et avec la fusion, il dispose d'une équipe avec beaucoup de savoir-faire différents, ce qui permettrait non seulement de faire un jeu qui mélange les genres, mais de tester plein de nouvelles choses. Une fois l'idée bien claire, le projet va être proposé à la direction, et sera refusé. 2 fois. Mais Nagoshi, lui, il y croit. À tel point qu'il va défier la direction en leur disant « Les gars, je pense sincèrement que vous vous trompez, donnez-moi la possibilité de le faire, et si ça marche pas, vous savez quoi ? Je démissionne. » Bon, il faut savoir qu'au Japon, défier sa hiérarchie, c'est non seulement mal vu socialement parlant, mais c'est surtout un bon motif de licenciement. Et au moment d'une présentation au PDG des différents jeux à venir, il arrive à glisser des images de son projet, et cette fois-ci ça va passer. Ce projet, c'est Yakuza. Yakuza, ou Ryuga Gotoku dans son nom original, est un jeu d'aventure qui mêle un gameplay beat'em up à une narration très mature, et c'est vraiment elle qui porte la licence. Le jeu raconte l'histoire de Kiryu Kazuma, un lieutenant Yakuza entraîné malgré lui dans une sombre affaire de meurtre. Son ami Nishiki Yama a tué le patriarche d'une famille Yakuza pour protéger leur ami d'enfance. Alors que Nishiki est prêt à se rendre, Kiryu lui rappelle qu'il a une sœur très malade et qu'il doit s'en occuper. Kiryu portera donc le chapeau, résultat 10 ans de prison. Le jeu commence réellement quand vous sortez. Beaucoup de choses ont changé en 10 ans, Nishiki n'est plus vraiment la personne que l'on a connue, et votre ancien clan a subi plusieurs crises dont un vol de plus de 10 milliards de yens. Vol dont vous êtes le suspect numéro 1. Alors que vous cherchez encore à démêler cette intrigue, votre chemin va croiser celui d'une orpheline qui semble être la pièce centrale de tout ce puzzle. C'est ça Yakuza. Une histoire de loyauté, de dettes du passé et de vies brisées qui s'entrecroisent dans un Tokyo nocturne. Et c'est potentiellement ce qui va séduire les joueurs car Yakuza va rencontrer un vrai succès, suffisamment pour lancer une saga entière jusqu'à sortir en 2025, un spin-off complètement fou, Pirate Yakuza in Hawaii. Voilà comment Yakuza est né. Mais les licences ne vivent réellement qu'à travers les gens qui les découvrent, et aujourd'hui, à travers mon expérience avec cette série, j'aimerais vous montrer comment la façon dont Yakuza raconte ses histoires peut résonner chez chacun d'entre nous. Parce que sa narration est puissante, touchante, parfois brutale, tout en n'oubliant jamais qu'elle reste une série de jeux vidéo. Janvier 2020, j'achète Yakuza 0. Le jeu est une préquelle qui est sortie en 2015, après Yakuza 5. Le seul écho que j'ai eu de la licence, c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait fracassé un voyou à coup de vélo. Et ça m'a paru tellement fou que je me suis renseigné et que j'ai franchi le pas. L'avantage, c'est que je pouvais découvrir la saga d'une manière un peu différente. En commençant par l'origine, je n'allais pas voir l'effet DiCaprio qui pointe du doigt à chaque référence, mais j'allais vivre l'histoire dans son ordre chronologique, comme si je la vivais en même temps que ses personnages. Le jeu s'ouvre sur une scène où l'on aperçoit un homme en costume à l'air menaçant, avec une attitude stoïque. À ses pieds, un autre type, visiblement en sale état. On devine ce qui s'est passé. Quelques secondes plus tard, il n'y a plus de doute. Non seulement le gars s'est fait démolir, mais en plus on lui vole son argent. Et aussitôt après,
le décor se pose. On est dans les années 80, en plein cœur d'un quartier fictif nommé Kamurocho, un quartier inspiré et presque recréé à l'identique à partir de Kabukicho, dans la zone de Shinjuku. La ville est très vivante, lumineuse, bruyante. Un endroit qui respire la nuit et les emmerde. D'ailleurs, à peine quelques plans plus tard, et on voit déjà un type un peu trop insistant aborder une femme. Sauf que quelques secondes plus tard, il se fait bousculer. Par le même homme qu'on a vu plus tôt. Le gars se vexe, commence à s'échauffer, et on sent que ça va partir. Mais soudain, sa bande se fige. Ils ont vu quelque chose. Quoi et on aimerait bien le savoir. Peut-être qu'on va avoir une révélation. Au final, on a juste le droit à un regard noir et un visage encore marqué de sang. Pas plus, mais visiblement c'est suffisant pour que les gars s'excusent. Et c'est là qu'un autre type de cinématique prend le relais. Un style plus statique, presque figé. C'est d'ailleurs l'unique épisode de la saga à utiliser ce format. On devine assez vite que Kiryu, le même que Yakuza 1, bosse pour la pègre locale. D'ailleurs, il y a un nom qui est évoqué, Dojima. Quelques répliques plus tard, tout est clair. C'est un Yakuza. Ce que vous venez de voir, c'est du cinéma. L'exposition, les plans, les non-dits, tout est là pour qu'on comprenne avant même que le jeu nous le dise. Et Kiryu est filmé de façon tellement centrale que ça ne peut pas être un hasard. Et évidemment que c'est lui qu'on va incarner. Je sais que ça peut paraître assez standard selon votre parcours de joueur. Des jeux qui réalisent leur cinématique comme on filme une scène, c'est de plus en plus courant maintenant. Quand Tigren notamment y est pour quelque chose. Et il y a un peu moins de surprise, vu que j'ai raconté le synopsis de Yakuza 1 qui se passe après. Mais il faut bien comprendre que c'est pas la première chose à laquelle on s'attend quand on joue à un jeu type beat'em up, où 75% du temps, tu vas matraquer ta manette pour éclater un gang qui a eu la mauvaise idée de t'interpeller alors que tu voulais juste te balader dans le quartier. Et avec cette introduction, tu n'imagines pas non plus que quelques heures plus tard, tu vas pouvoir tout donner au karaoké du coin en chantant Bakamitai avec une mise en scène digne des plus grands dramas. Yakuza, c'est une saga qui fonctionne à la manière d'un film. Des plans qui tombent juste, un éclairage qui raconte déjà beaucoup sans dire un mot, et ce contraste permanent entre une histoire sombre et un quartier animé et lumineux. Mais les codes de Yakuza vont plus loin que l'esthétique. Il y a une vraie grammaire visuelle, les introductions des personnages toujours ritualisées, que ce soit pour les présenter ou quand un combat de boss va commencer. Osez me dire que cette pause n'est pas incroyable. Et justement en parlant de combat, il y a dans tous les titres cette gimmick où les personnages vont arracher leur chemise quand l'action devient shonen. Et ce ne sont que quelques exemples, mais tout ceci contribue à l'identité si particulière du titre, qui est déjà bien niche de par son univers. Un univers qui va toujours s'inspirer de la réalité pour construire des histoires et des personnages extravagants. Si je vous dis Yakuza, vous allez penser à de nombreux éléments qui peuvent composer la fantasy. Les grands tatouages, les jeux de pouvoir, le yubitsume, cette pratique qui consiste à se couper un doigt pour présenter ses excuses à son responsable, tout ça est bien présent. Cette mise en scène brille lorsque l'on suit l'histoire. C'est le moment où les scénaristes ont le contrôle. Seulement une fois les premières heures passées, le joueur a plus de liberté. Alors la mise en scène s'efface. Jusqu'à ce que petit à petit, on se rend compte que le jeu raconte des choses d'une autre manière. C'est le quartier qui devient le vrai narrateur. Kamurocho ou Sotenbori dans Yakuza 0, mais ça tient également pour les autres épisodes de la saga. Pour vraiment baigner dans l'atmosphère, il n'est pas possible de se déplacer autrement qu'à pied. Bien sûr, il y a les taxis, qui servent de voyage rapide à des endroits fixes, ou encore le Street Surfer dans Infinite Wealth, qui est là uniquement pour compenser le fait que les maps se sont agrandies sur les derniers épisodes. Donc vous n'avez pas vraiment de choix. Aller d'un objectif à un autre passera forcément par la marche, ce qui permet au jeu de vous livrer des événements spontanés. Que ce soit les ennemis qui vous attaquent, ou encore les histoires secondaires qui vont se lancer quand vous passez à portée. Et ce détail a son importance. Parce que la force de Yakuza réside notamment dans la petite taille de sa map. À l'image de Toshihiro Nagoshi, qui a toujours aimé aller à contre-courant, Yakuza ne cherche pas à faire plus grand, il cherche à faire mieux. Quand on découvre Kamurocho pour la première fois, on a tout à découvrir. Chaque coin de rue, chaque commerce visitable, chaque ruelle sombre. Et on finit par connaître le quartier par cœur. Aujourd'hui, beaucoup d'open world reposent sur de grandes étendues assez vides, quelques landmarks pour attirer l'œil et des activités annexes pour récompenser la balade. Mais dans une map aussi petite, comment ne pas lasser le joueur, surtout quand il se déplace exclusivement à pied? La réponse est super simple. On joue sur la densité. Il y a du monde partout, une bonne partie des bâtiments sont visitables, il y a des ennemis tous les 10 mètres, des mini-jeux éparpillés dans tout le quartier, et des histoires secondaires qui attendent simplement que vous passiez dans le coin pour se déclencher. Ce design rend les phases d'exploration suffisamment courtes pour ne pas être pénibles, et suffisamment riches pour constamment détourner le joueur un peu curieux de son objectif initial. Shenmue avait posé les bases de ce concept, Yakuza l'a sublimé. Si votre première pensée était de le comparer à un GTA-like, cette structure devrait déjà suffire à elle seule à expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. En bonus, si vous n'êtes pas japonais, c'est même des paysans. Les maps sont des reproductions assez fidèles des quartiers sur lesquels elles se basent,
et ça c'est essentiel pour Nagoshi. Avant même le développement du premier Yakuza, il emmenait régulièrement son équipe boire un verre dans Kabukicho. Non seulement pour discuter dans un cadre détendu, mais surtout pour s'imprégner de l'ambiance. Et un jour, au détour d'une conversation, un de ses collègues a dit « Et s'il existait un jeu qui nous permettait de visiter tous ces endroits ? Et s'il y avait un moyen de le faire ?» Bah la suite, vous la connaissez. C'est ce souci du réel qui donne à la saga une ambiance aussi unique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant que vous comprenez pourquoi il y a une volonté de retransmettre aussi précisément ce qu'est la vie nocturne dans ce quartier, c'est aussi une occasion de vraiment regarder ce qui se passe autour de soi. Si je vous demande quel jeu propose les quêtes secondaires les mieux écrites, vous allez sans doute citer un RPG, probablement The Witcher 3, une réponse tout à fait valable. Maintenant, si je vous demande combien de ces quêtes ont vraiment eu un effet sur vous, est-ce que vous avez pu vous identifier à certaines d'entre elles ? Je suis pas convaincu qu'il y en ait tant que ça. Et c'est normal, ce sont des quêtes bien écrites, très originales, avec des bons éléments narratifs qui sont inventés de toutes pièces par des auteurs. Mais quand on veut écrire quelque chose de plus humain, sur lequel on peut s'identifier, pour être capable de provoquer des émotions en vous, comment on fait ? C'est beaucoup plus dur d'un coup. Mais Toshihiro, il a peut-être un moyen. Imaginons. Vous sortez avec votre boss dans un bar, la soirée se passe bien, et là d'un coup, il se passe un truc complètement fou dehors. Ça peut être deux personnes qui se battent, ou alors un mec complètement ivre qui commence à chanter, à danser, bref. Un truc suffisamment remarquable pour que vous le racontiez le lendemain à vos amis et que ça fasse vivre un truc à ces personnes. Et peut-être que pour la rendre plus intéressante, vous allez rajouter quelques détails qui n'ont pas vraiment eu lieu afin de l'embellir. Et bien d'un coup, en se basant sur des événements réels et sur des personnes qui auront leurs histoires à raconter, qu'elles soient heureuses ou tristes, on a à l'heure actuelle plus de 8 milliards de sources d'inspiration. 自分が経験したものもあるし、人が聞いてみたもの、さらにまあ一応例えば、コメディタッチのものだってより面白くアレンジはするけど、完全に想像で作ったものはいや逆に一つもないので、全てが割と自分らにとってはリアリティにあふれるエピソードばっかりだったと思います。僕一作目の時キャバクラのシナリオを書いたらなんかやっぱ生き慣れてないからかこんなんじゃないよっつって全没されて直さんにも怒られた記憶があるんですけど具体的にキャバクラのそのいわゆるシナリオとか演出とかを作ってる人間っていうのは必ず実際行きますよ。行ってみますし、そこで自分が見たり聞いたりしたものをそのままエンターテインメントとして面白おかしく作っていくので。Et si ces histoires sont clairement trop courtes pour un scénario de jeu, elles sont parfaitement adaptées pour raconter des petites tranches de vie, un peu partout dans un quartier qui ferait la taille de Kamurocho par exemple. Et c'est d'ailleurs l'une de ces histoires qu'on va suivre maintenant. Puisse la neige tomber est une histoire secondaire du jeu Like a Dragon Infinite Wealth, le 8ème épisode de la série, et je vais spoiler toute la quête. Désolé si vous ne la connaissez pas, mais cette histoire est non seulement incroyable, mais surtout, c'est sans doute la meilleure façon de montrer comment Yakuza raconte une histoire. En passant près d'un glacier, vous allez rencontrer ce gars. Il va commander de la glace, mais pas une glace parfumée. Non, le mec il veut juste de la glace. Et si ça paraît pas assez bizarre comme ça, ensuite il va faire ça. Forcément, on a quelques questions. Cependant, il n'y a pas vraiment moyen de dialoguer. Mais on sent que le vieux a quand même une idée derrière la tête. Plus tard, on peut le croiser à nouveau dans un autre glacier. Sauf que visiblement, les commerçants ont eu vent de ses actions et le serveur refusera de lui vendre quoi que ce soit. Et cette fois, il sera possible de lui parler pour essayer de comprendre la situation. Et comme à son habitude, Yakuza va sortir le synthétiseur tire-larme pendant que le vieil homme nous raconte ses déboires. Sa femme est gravement malade et n'a plus longtemps à vivre. En dernière volonté, elle voudrait revoir la neige afin de revivre des moments de bonheur qu'ils ont vécus durant leur lune de miel au Japon. Sauf qu'on est à Hawaï. Enfin, ce dialogue il va s'étendre un peu sur sa situation avec beaucoup de profondeur. C'est un homme qui a une vie modeste, qui a travaillé dur et qui a potentiellement été peu présent pour sa famille. Et il réalise qu'au contraire, sa femme était toujours là pour lui. Pire que ça, c'est au moment de sa retraite, moment où il pouvait enfin envisager de vivre heureux avec sa femme, qu'ils ont appris la mauvaise nouvelle. Donc ce n'est pas juste une question d'exaucer une dernière volonté. Il se sent extrêmement redevable. Et c'est sa dernière chance de lui dire merci d'avoir toujours été là. Alors la question ne se pose même pas, et évidemment qu'on va l'aider. On se quitte donc en apprenant son nom, il s'appelle Orlando. Cool. Par contre,
faire tomber la neige sur Hawaï, et personnellement, j'ai aucune idée de comment faire ça. Mais bon, la nuit porte conseil, donc on va y réfléchir et on voit ça demain. Le soleil est levé depuis un bon moment maintenant, et pendant qu'on se balade et qu'on salue quelques connaissances, soudainement, il y a une femme qui crie. Ouais, alors, faut bien comprendre que Yakuza c'est sérieux pendant quelques minutes et 2 secondes plus tard, on peut se retrouver à courir après une poussette qui, manifestement, est aussi capable de drifter. Bref, finalement la poussette finit par s'arrêter, et au moment de vérifier si l'enfant va bien, il s'avère que le bébé est en fait un patriarche d'une famille de Tokyo dont le gang pratique l'ABDL, pour Adult Baby Diaper Lover. Un fétichisme qui consiste à porter des couches et à se comporter comme un enfant, et ne me demandez pas comment je sais ça. Gandawara, le patriarche, nous explique qu'il était dans la poussette et qu'il essayait un peu de la contrôler. Les mecs sont allés nous justifier les drifts qu'on a vus pendant la poursuite, ça me termine. Mais en tout cas pour l'instant, ça n'a pas trop de rapport avec notre affaire. Mais il y a un combat qui se prépare, donc on les règle vite fait et on retourne à nos histoires. Nos attaquants se prennent une volée par le patriarche qui leur demande d'aller lui chercher du lait. Et là, devinez qui on croise? Orlando, qui malheureusement n'a pas de bonnes nouvelles. Le temps presse, sa femme n'a plus beaucoup de temps. De désespoir, notre héros jette sa glace au sol. Et là, il se passe quelque chose. On dirait de la neige. Notre bataille contre les gars en couche-culotte a laissé des résidus hydrophiles provenant des couches et mélangés à la glace. La texture est étonnamment ressemblante à de la vraie neige. En plus, la famille de Gandawara a une quantité astronomique de couches, donc c'est parfait. Je crois qu'on a notre plan. Et comme il faut faire vite, on va le mettre à exécution ce soir. Orlando arrive dans la chambre où sa femme vit ces derniers instants, et il lui raconte sa journée ainsi que notre rencontre. Qu'on est arrivé dans sa vie comme un prince dans un livre de contes. Et là, Orlando commence à culpabiliser sur sa vie. Est-ce qu'il a été le prince qu'Ellie, sa femme, aurait voulu? Eux qui étaient censés profiter de leur retraite pour enfin passer du temps ensemble, la vie semble très injuste à ce moment précis. Puis après quelques minutes, Ellie reprend conscience et échange des tendres mots avec son mari, lui expliquant qu'elle comprend pourquoi il n'était pas là. Qu'il n'y a pas à s'en vouloir. Pendant ce temps, Kasuga et la famille Gandawara mettent leur plan en action. Et vu que des images valent mieux que 1000 mots, je vous laisse profiter de la fin de cette histoire. 本当に雪が見られるなんて日本で2人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああ、そうだね。うん、その通りだ。ゆっくりおやすみ、ヘリー。
雪溶けちゃったな。Ok, donc pour rappel, une quête secondaire. J'insiste sur secondaire. Nous fait croiser un mec qui se jette un seau de glace sur la tête. Puis on apprend que ce comportement est une tentative désespérée d'un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Puis on s'est retrouvé à courir après une poussette pour trouver des mecs de 40 piges habillés en couche-culotte, se battre contre eux, trouver une solution pour faire tomber de la neige sur Hawaï, et vivre une séquence ultra poignante. En seulement 20 minutes de jeu. Alors j'en conviens, toutes les quêtes secondaires ne se ressemblent pas et celle-là est vraiment spéciale. Mais si je reviens sur les mots de Nagoshi qui expliquent que ces aventures sont inspirées de vraies tranches de vie, il y a des choses qui commencent à résonner. Cette justesse avec laquelle Orlando explique comment la vie aurait dû être au moment de sa retraite, après des années à travailler dur, cette façon qu'il a de demander à sa femme s'il était digne d'elle, s'il méritait d'être son prince, ses doutes, sa douleur. Ouais. J'imagine bien un homme entrer dans un bar et raconter une vie semblable si on prenait le temps de l'écouter. Et des histoires authentiques comme ça, on peut en retrouver dans chaque PNJ disséminé dans le jeu. Toutes les soft stories ne sont pas comme ça, il y en a des drôles, des invraisemblables et sans doute inventés de toutes pièces. Mais quelquefois, on trouve ce genre de moments très humains, enrobés de fantaisie et d'humour parce que Yakuza est avant tout un jeu. Un jeu où des personnages extraordinaires vivent des histoires ordinaires. Un jeu où on vit des drames et puis quelques minutes plus tard, on s'improvise livreur à vélo en défiant les lois de la gravité. Et qui va arriver à justifier pourquoi d'un coup d'un seul tu te retrouves à gérer une île façon Animal Crossing. Ouais, Yakuza, c'est tout ça, et c'est aussi très fort dans son cheminement principal. Hein. Parce que quand tu te retrouves à vivre des drames pendant quelques épisodes avec un personnage qui reste droit, même dans les moments les plus durs, ça fait vraiment quelque chose quand, pour une fois, il se montre vulnérable. Mais au-delà de sa capacité à nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles, c'est une œuvre qui fait preuve de génie avec des plans visuels qui vont à la fois embrasser l'identité du jeu et la poésie de la culture japonaise. Par exemple, quand on parle de Yakuza, on peut penser à ces fameux tatouages dorsaux. Tous les personnages importants de la série en ont un, et ça n'a pas seulement un but esthétique, il raconte une histoire. Si on regarde dans Yakuza 1, Kiryu a un dragon dans le dos, symbolisant la force, la sagesse et l'équilibre. Des traits qui représentent très bien Kiryu, qui est une personne avec un bon fond, un grand sens moral et qui essaie d'échapper à son passé de Yakuza. En voulant se repentir, il cherche à rééquilibrer la balance. De l'autre côté, on a Nishikiyama, qui a une carpe koi. Dans la mythologie chinoise, une légende raconte que bon nombre de carpes koi tentent de remonter le fleuve jaune, à contre-courant jusqu'à une chute d'eau qu'on appelle la porte du dragon. C'est un voyage vraiment compliqué, mais un jour, une carpe réussit à franchir la cascade. Alors les dieux, impressionnés par la détermination de cette carpe, l'ont transformée en un magnifique dragon doré, symbolisant la persévérance et le fait que l'accomplissement personnel ne vient pas sans effort. Petite parenthèse, c'est notamment pour ça que Magikarp évolue en Léviator dans Pokémon. Et cette représentation correspond bien à Nishikiyama, qui au début de Yakuza 1 a un énorme complexe d'infériorité, jalouse Kiryu, et aimerait justement être un jour aussi fort que lui. La carpe veut devenir un dragon. Et cette idée de transformation dépasse les personnages. Comme la carpe koi, Yakuza a longtemps nagé à contre-courant. Le jeu étant considéré très niche et trop japonais pour plaire. Finalement, c'est un jeu qui a su trouver son public. Mais en 2020, la recette a pourtant changé. Narrativement, c'était la fin de l'arc de Kiryu, et en faisant apparaître un nouveau protagoniste, la série a aussi changé de nom. Yakuza est devenu un dragon. Enfin, comme un dragon. Titre qu'elle arbore en fait depuis le début au Japon. Ryuga Gotoku se traduit en anglais Like a Dragon. Ce sera le titre du prochain opus. Un jeu qui a vu le jour par un concours de circonstances incroyable. Masayoshi Yokoyama, initialement écrivain et producteur pour la série, disait en 2022 que Yakuza est prêt à utiliser n'importe quel système pour servir son histoire. Et ça c'est vérifié. Afin de teaser l'arrivée de Yakuza Like a Dragon, premier épisode mettant en scène Ichiban Kasuga, le studio va réaliser une vidéo montrant un système de combat au tour par tour. Et la vidéo a surpris. C'est un tournant inattendu pour une licence qui est bien ancrée depuis des années en proposant un gameplay beat'em up. Et finalement ça a plutôt hypé les joueurs. Ouais, mais la vidéo elle est sortie le 1er avril en fait. Et c'était pas du tout prévu qu'il fasse un RPG tour par tour. Donc à partir d'avril jusqu'à janvier 2020, le studio a pivoté vers cette formule et a rushé comme jamais pour finalement donner le jeu tel qu'on le connaît maintenant. En 2021, Toshihiro Nagoshi annonce son grand départ de Sega. Et il sera justement remplacé par Yokoyama, l'ancien scénariste. Un départ qui a inquiété pas mal de joueurs qui avaient peur de ne pas retrouver la patte de Nagoshi pour la suite. D'ailleurs, quelques joueurs constatent que la qualité de l'écriture s'est pas mal détériorée depuis son départ. Des faits qui peuvent être inquiétants pour une série où je m'efforce depuis le début de cette vidéo d'expliquer pourquoi sa narration est hors du commun. Mais quand je vois des histoires comme celle que je vous ai racontée, ou la conclusion de l'opus Pirate Yakuza in Hawaii,
Personnellement, je m'inquiète pas trop. Tant qu'Yakuza, à travers ses excès et son humour, arrivera à raconter l'histoire de vie humaine avec toute leur beauté et leur tristesse, la licence gardera toujours cette empreinte unique qu'elle apporte depuis 20 ans maintenant. Mais il nous enseigne via tous les personnages que les moments de joie, de tristesse, de folie, de doute, ou n'importe quel coup dur qui compose notre vie, sont sans doute les plus belles histoires à raconter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour cette fin d'année, j'ai voulu tenter quelque chose d'un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire sur Blue Sky ou en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où j'ai écrit cette vidéo, l'actualité de Yakuza s'est complètement enflammée, il s'est passé pas mal de choses. Notamment Nagoshi qui au Game Awards nous a droppé Gangs of Dragon, venu de nulle part. Un jeu qui justement reprend un petit peu le setup de Kamurocho et de Yakuza de manière générale, donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer avec ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se revoit une prochaine fois.